Mes parents ont tout pris à la mort de grand-mère, me laissant une ruine. Puis l'ouvrier a appelé, venez, la police est là. On a trouvé un truc dans le mur. En apprenant ça, mes parents sont devenus livides. Au matin où le testament de ma grand-mère a été lu, je suis reparti avec une vieille maison délabrée que personne d'autre ne voulait. Les mots de mon père résonnaient encore dans ma tête. Elle t'a donné exactement ce que tu pouvais gérer. 4 mois plus tard, mon téléphone a sonné à 22 heures. C'était l'entrepreneur supervisant la rénovation. Il a prononcé 7 mots qui ont tout changé. Madame, nous avons trouvé quelque chose à l'intérieur du mur. Lorsque je suis arrivé à la maison, les gyrophares de la police clignotaient déjà sur l'allée. Des agents se tenaient près de l'entrée tandis que les ouvriers attendaient sur le porche, et dans le salon, sorti de derrière un faux mur caché, se trouvait une boîte en acier. Mes initiales étaient gravées sur le couvercle. Ce qui se trouvait dans cette boîte n'a pas seulement prouvé que ma famille avait tort, cela a prouvé qu'ils étaient des criminels. Je m'appelle Rowena Rose. J'ai 28 ans et voici l'histoire de la pire trahison que ma famille ait jamais commise contre moi et comment ma défunte grand-mère a veillé à ce qu'ils finissent par en répondre. Pour expliquer comment tout s'est déroulé, je dois vous ramener à la fin septembre dernier, au dîner du dimanche. J'étais assise à l'extrémité de la table, la plus proche de la cuisine, assez près pour débarrasser les assiettes ensuite. Tous les dimanches, à 18 heures précises, la famille Rose se réunit pour le dîner. Ce n'est pas vraiment une invitation. C'est plutôt une convocation. Notre maison est située dans le comté de Westchester, dans l'État de New York. Un grand manoir colonial avec des colonnes blanches, des volets noirs et une pelouse parfaitement tondue. De l'extérieur, cela ressemble à une image de magazine, un portrait de famille parfait. Mais à l'intérieur, l'atmosphère ressemble toujours davantage à une salle d'audience, où le verdict a déjà été rendu avant même que quelqu'un ne parle. Mon père, Victor Rose, est assis en bout de table. Ma mère, Monica Rose, occupe le siège à sa droite. Ma sœur aînée, Vanessa, est assise à sa gauche, et je suis assise à l'autre bout, près de la cuisine. Ce soir, ma mère a l'air particulièrement satisfaite d'elle-même. Vanessa vient d'être promue directrice principale de compte dans son cabinet de marketing. Elle pose son verre de vin sur la table comme si elle déposait un trophée. Mon père hoche lentement la tête, l'expression fière d'un homme convaincu d'avoir tout construit lui-même. C'est le bureau de Boston, demande-t-il. Responsable régional, répond Vanessa. Elle ne prend pas la peine de sourire. Elle n'en a pas besoin. Toute la pièce sourit déjà pour elle. J'attends une petite pause dans la conversation. Cette semaine, j'ai aidé une famille à trouver un logement permanent, dis-je prudemment. Une mère célibataire et ses 2 enfants. Ils vivaient dans un refuge depuis. C'est gentil, ma chérie. Ma mère m'interrompt sans même me regarder. Puis elle se tourne vers Vanessa. Parle à ton père du comte de Boston. Et ainsi, la conversation reprend son cours. Je baisse les yeux et coupe mon poulet en silence. Après le dîner, c'est moi qui suis à l'évier à faire la vaisselle pendant que tout le monde disparaît. Vanessa part sans dire au revoir. Mes parents se retirent dans le salon. Personne ne me demande de rester. En rentrant, mon téléphone vibre avec un message vocal. C'est ma grand-mère, Eleanor Whittaker. Sa voix est chaude, calme, sans hâte. Rowena, j'ai fait ton gâteau au citron aujourd'hui. Viens le chercher avant ta mère. Elle appelle toutes les semaines. Elle se souvient de ma recette préférée. Elle s'enquiert de mon travail à l'organisation à but non lucratif. Elle écoute quand je parle de mes clients ou de mes mauvais jours. Une fois, elle m'a dit quelque chose que je n'avais pas compris à l'époque. Nous étions assises sur le porche de sa vieille maison à Cold Spring, l'endroit où elle avait grandi. Il était vide depuis des années. Personne dans la famille n'y allait plus. Elle fixait les murs comme s'il tenait une conversation secrète. Puis elle dit à voix basse, il y a des choses cachées dans cette maison, Rowena. Le moment venu, tu comprendras. À l'époque, je pensais qu'elle parlait de souvenirs. Elle a dit cela 3 mois avant de mourir. Maintenant, je sais qu'elle voulait dire quelque chose de très différent. L'appel est arrivé un mardi matin à 2h07. Une infirmière de l'hôpital de White Plains a parlé avec le ton prudent que les hôpitaux utilisent pour les mauvaises nouvelles. Mademoiselle Rose, j'appelle au sujet de votre grand-mère, Eleanor Whittaker.
Elle est décédée dans son sommeil il y a environ 1 heure. Je suis vraiment désolé. Je ne me souviens pas d'avoir raccroché. Ce dont je me souviens, ce sont mes chaussures. Je les ai mises au mauvais pied et je ne l'ai même pas remarqué avant d'être à mi-chemin sur l'autoroute. 40 minutes plus tard, je me suis garé sur le parking de l'hôpital. 2 voitures étaient déjà là. L'Audi noir de mon père et une berline argentée que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur de l'hôpital, je m'attendais à trouver ma famille au chevet de ma grand-mère. Au lieu de cela, je les ai trouvés debout dans le couloir. Mon père, ma mère et un homme en costume gris que je n'avais jamais vu auparavant. Ils étaient regroupés en cercle serré près des distributeurs automatiques. L'homme tenait un dossier en cuir. Mon père hochait la tête. Vanessa était appuyée contre le mur à quelques mètres, faisant défiler son téléphone. Ses yeux étaient complètement secs. Personne ne remarque mon passage. J'entre seul dans la chambre. Ma grand-mère, Eleanor Whittaker, est allongée tranquillement dans le lit d'hôpital, les mains croisées soigneusement sur sa poitrine. Le moniteur à côté d'elle avait déjà été éteint. La pièce est silencieuse, mais pas d'un silence creux. Il semble presque retenu, comme si elle venait de finir de parler et attendait que quelqu'un s'assoie et écoute. À son poignet, elle porte toujours le bracelet en argent. Fin, terni, simple. Elle portait ce bracelet tous les jours pendant plus de 40 ans. Je me suis penché et j'ai doucement fermé ma main autour de lui. Pendant un instant, je suis juste resté là à le tenir. Lorsque je reviens dans le couloir, mon père, Victor Rose, est déjà en train de boutonner son manteau. Nous devons discuter de la succession, dit-il brusquement. Bientôt. Aucune main sur mon épaule. Aucun ça va? Ma mère, Monica Rose, ajuste son foulard avec une impatience tranquille. Votre grand-mère était très âgée, Rowena. C'était son heure, dit-elle. Concentrons-nous sur ce qui compte vraiment maintenant. Mes yeux se portent sur l'homme en costume gris debout à côté d'eux. Il évite de me regarder. Je me tourne vers l'infirmière. Puis-je garder le bracelet? Je demande doucement. Elle hoche la tête. Ma mère y jette un coup d'œil. Ce n'est que des bijoux fantaisie, dit Monica avec dédain. Prends-le si tu veux. Je glisse le bracelet dans la poche de mon manteau et garde ma main dessus pendant tout le trajet du retour. Il est encore chaud, comme si elle venait de l'enlever. Plus tard, j'apprendrai que l'homme en costume gris était un avocat nommé Samuel Pierce. Un homme qu'elle n'avait jamais engagé. Un homme qui est apparu à l'hôpital à 3 heures du matin avant même que la plupart de la famille n'ait été prévenue. Mais je ne savais rien de tout cela à ce moment-là. Pas cette nuit-là. Cette nuit-là, je suis simplement rentré chez moi avec le bracelet dans ma poche. Les funérailles ont lieu à l'église Saint-Matthieu à White Plain. Plus de 80 personnes y assistent. Ma grand-mère était le genre de femme qui se souvenait des noms de vos enfants et de l'anniversaire de votre chien. Les gens l'aimaient sans effort. Mon père prononce l'éloge funèbre. Il se tient à l'avant de l'église dans un costume bleu marine, sa voix calme et maîtrisée. Ma belle-mère était le fondement de cette famille. Il dit qu'elle croyait à la loyauté. Elle croyait à l'héritage. Il fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Et nous l'honorons en restant unis. Je suis assise au 2e rang et je compte silencieusement les mensonges. Au cours des 2 dernières années de sa vie, Victor n'a rendu visite à ma grand-mère que 2 fois. Les 2 visites ont duré moins d'1 heure. Après la cérémonie, les gens se rassemblent à l'extérieur dans la cour de l'église. Je me tiens près du bord de la foule avec une tasse de café. Je ne bois jamais. Les gens me serrent poliment la main, mais la plupart d'entre eux se dirigent rapidement vers ma mère, qui se tient près de l'entrée, acceptant les condoléances comme un diplomate lors d'un événement formel. Puis quelqu'un touche doucement mon coude. Je me tourne. Béatrice Langford, 80 ans, la plus proche amie de ma grand-mère depuis plus de 5 décennies. Elle me prend à part près d'elle et baisse la voix. Votre grand-mère parlait constamment de vous, Rowena, chaque semaine. Ses yeux sont rouges à force de pleurer, mais ils sont vifs. Elle était inquiète, dit Béatrice doucement. Elle m'a dit qu'elle avait pris des précautions. Des précautions pourquoi? Je demande. Béatrice ouvre la bouche, puis la referme. Ma mère s'approche de nous avec un large sourire forcé. Béatrice,
merci beaucoup d'être venue, dit Monica chaleureusement. Elle enlace Béatrice dans une étreinte qui dure juste assez longtemps pour que quelqu'un prenne une photo. Nous pleurons tous ensemble. Béatrice recule. Avant de s'éloigner, elle me lance un dernier regard. Le genre de regard qui dit, pas ici, pas maintenant, mais bientôt. Ce soir-là, Vanessa publie une photo des funérailles sur Instagram. Elle se tient à côté du cercueil fleuri, la tête légèrement penchée, les yeux doux et composés. La légende indique, repose en paix, mamie. Nous avons été bénis d'être ta famille. Elle ne me tague pas. Elle ne l'a jamais fait. Plus tard dans la nuit, je suis assise seule dans mon appartement, fixant le bracelet en argent sur ma table de nuit. Des précautions. Quel genre de précautions prend quelqu'un qui a peur de sa propre famille? 3 semaines plus tard, nous sommes convoqués au bureau de Samuel Pierce, avocat. C'est un nom que je n'avais jamais entendu avant la nuit où ma grand-mère est morte. Et maintenant, il détient apparemment l'autorité sur tout ce qu'elle a laissé derrière elle. Son bureau à White Plains semble froid dès que nous entrons. Des murs beiges, une table de conférence beaucoup trop longue pour 5 personnes. Mon père est assis à une extrémité, les jambes croisées, les mains jointes avec assurance. Ma mère est assise à côté de lui, parfaitement droite. Vanessa est assise en face de moi, faisant défiler son téléphone. Pierce ouvre un dossier en cuir et commence à lire sans lever les yeux. À Victor Rose et Monica Rose, la gestion du trust familial Whittaker, évaluée à environ 2,4 millions de dollars, y compris le contrôle de tous les actifs liquides et des comptes d'investissement. Mon père hoche la tête avec satisfaction. Pierce continue, à Vanessa Rose, la résidence principale à Scarsdale ainsi que le portefeuille d'investissement associé. Vanessa lève à peine les yeux. Puis Pierce lit la dernière ligne. À Rowena Rose. La propriété située au 14 chemin de Birch Hollow, Cold Spring, New York. J'attends, il doit y avoir plus. Il n'y en a pas. Le chemin de Birch Hollow est la maison d'enfance de ma grand-mère. Une maison abandonnée depuis plus d'une décennie. Le toit fuit. Les murs se fissurent. Il y a 2 ans, le comté a condamné le système électrique. Tout le monde à cette table sait exactement quel genre de maison c'est. Mon père se tourne lentement vers moi. Son visage est soigneusement neutre. L'expression d'un homme qui a répété ce moment il y a longtemps. Votre grand-mère comprenait vos limites, Rowena. Il dit calmement. Elle vous a donné ce que vous pouviez gérer. Ma mère croise les mains. Au moins, tu as un toit, ajoute-t-elle. Tout le monde n'a pas ça. Vanessa ne lève même pas les yeux de son téléphone. Je fixe Samuel Pierce. Ma grand-mère m'a dit qu'elle prendrait soin de moi, dis-je doucement. Elle me l'a dit en face. Ce n'est pas ce qu'elle voulait. Mon père se penche légèrement. Appelez-vous votre grand-mère morte une menteuse? La pièce devient complètement immobile. Pierce ferme le dossier. Je me lève. Je prends mon manteau et je sors sans regarder aucun d'eux. Dans le parking souterrain, je reste assise dans ma voiture pendant 11 minutes avant même de pouvoir démarrer le moteur. Mes mains ne cessent de trembler. Je presse fermement mes mains contre le volant jusqu'à ce que le tremblement disparaisse enfin. C'est là que quelque chose attire mon attention. L'adresse, 14 chemin de Birch Hollow, Cold Spring. La même maison, le même porche, les mêmes murs que ma grand-mère fixait autrefois lorsqu'elle m'a dit qu'il y avait des choses cachées dans cette maison. Rowena, le moment venu, tu comprendras. Je tourne la clé dans le contact et commence à conduire. La maison au 14 chemin de Birch Hollow ressemble à une longue bataille contre le temps qu'elle a perdu. Je me gare sur le bas-côté en gravier et reste assise dans la voiture pendant 1 minute complète à la regarder. L'ancienne structure victorienne tient encore debout, mais à peine. Le porche enveloppant s'affaisse d'un côté. 3 des fenêtres avant sont fissurées. Les gouttières pendent de travers comme des dents desserrées. Les mauvaises herbes ont envahi la cour, atteignant presque ma taille. De l'autre côté de la rue, un voisin tire brièvement un rideau pour me regarder. Un instant plus tard, le rideau se referme. Je monte les marches et pousse la porte d'entrée. Elle gémit bruyamment, mais s'ouvre. À l'intérieur, il n'y a que de la poussière, de la moisissure et le silence. Certaines des planches du plancher semblent molles sous mes pieds, affaiblies par des années de pluie s'infiltrant par le toit.
la moitié des fuseaux de la balustrade de l'escalier manquent. Quelque part au-dessus de moi, un oiseau a fait un nid dans le plafond. Puis je remarque quelque chose dans la cuisine. Sur le mur, derrière une couche de crasse, pend une photographie encadrée. Elle est petite et décolorée. Sur la photo, une jeune femme se tient devant cette maison même, tenant un bébé dans ses bras. La cour derrière elle est propre. Le porche est fraîchement peint en blanc. Elle sourit. Je retourne le cadre. Écrit au dos à l'encre fanée par le temps se trouvent quelques mots simples. Pour ma Rowana, la maison se souvient. Ma grand-mère a écrit ça. Je place la photo soigneusement sur le comptoir. Puis je sors mon téléphone et appelle l'entrepreneur recommandé par un collègue de mon organisation à but non lucratif. Patrick O'Connor répond à la 3e sonnerie. Il vient à la maison cet après-midi la même. Patrick marche lentement dans chaque pièce sans parler. Il appuie sa botte contre les sols, teste les murs avec ses phalanges, passe une main sur le plâtre qui s'écaille. Quand il a fini, il se tient sur le porche et enlève sa casquette. 60 à 70 000 $ au minimum, dit-il. Tu as cet argent? Je n'en ai pas. J'ai 27 500 $ d'économie et une ligne de crédit que je n'ai jamais touchée. Ce n'est pas suffisant, mais c'est tout ce que j'ai. Je vais m'arranger, dis-je. Patrick étudie mon visage un instant, puis il hoche une fois la tête. Je réduirai les coûts là où je peux, dit-il. Tu as l'air d'être digne de confiance. Son équipe commence les travaux le lundi suivant. Ils arrachent le vieux papier peint, retirent les planches de bois déformées et commencent à démolir les sections de murs endommagées. Le 2e jour, Patrick m'appelle dans le salon. Il éclaire avec une lampe de poche le cadre en bois du mur du fond. Ce mur est étrange, dit-il. Double épaisseur. Je regarde de plus près. 2 jeux de planches avec un espace étroit entre elles. Sombre, creux, intentionnel. Quelqu'un a construit un faux mur ici, dit Patrick. Je fixe l'espace vide entre les couches. Continue, lui dis-je. Patrick me regarde, puis revient au mur. Celui qui a construit ça ne voulait probablement pas qu'on l'ouvre, dit-il. Mais c'est ta maison. Il soulève un marteau. Le soir suivant, mon père appelle. Je laisse le téléphone sonner 2 fois avant de répondre. Rowana, dit-il, son ton calme et répété. Cette maison est un gouffre financier. Tu le sais. Je te la rachète. Combien? 15 000 $ en espèces. Au moins, tu repartiras avec quelque chose. 15 000 $ pour la maison où ma grand-mère a grandi. La maison dont elle m'a dit de me souvenir. Non, je dis. Silence. Puis sa voix devient plus froide. Tu fais une erreur. Je raccroche. Le lendemain matin, ma mère envoie un texto. 3 longs paragraphes. Le premier commence, tu es en train de déchirer cette famille, Rolina. Le deuxième, ta grand-mère serait honteuse de ton comportement. Le troisième, si tu nous donnes ce que tu as trouvé, nous pourrons passer l'éponge en famille. Elle termine le message par un emoji qui pleure. Je le lis une fois, puis je ferme mon téléphone. Je ne réponds pas. 2 jours plus tard, Vanessa appelle. Première fois qu'elle me parle depuis des mois. Prends juste l'argent et passe à autre chose, dit-elle. Pourquoi rends-tu les choses si bizarres? Tu as eu la maison de Scarsdale, dis-je doucement. Tu as eu les investissements. Mamie ne m'aurait pas laissé une ruine. Tu le sais. Il y a une pause. Parce que je l'ai mérité, dit Vanessa. J'étais là pour mamie. Au cours de la dernière année de sa vie, Vanessa n'a rendu visite à ma grand-mère que 3 fois exactement. Je le sais parce que mamie gardait un registre des visiteurs près de la porte d'entrée. Puis quelque chose de pire se produit. Mon syndicat de crédit m'appelle. Un homme prétendant être votre père nous a contactés. L'agent de prêt explique. Il a demandé les détails de votre prêt personnel. Nous n'avons divulgué aucune information, mais nous voulions vérifier quelque chose. L'avez-vous autorisé à faire cette demande? Non, je dis. Et soudain, je comprends. Ils n'attendent pas seulement que j'échoue. Ils essaient de s'assurer que j'échoue. Ce soir-là, je suis assise sur le porche du chemin de Birch Hollow. Le bois craque sous mon poids.
À l'intérieur de la maison, l'équipe de Patrick a soigneusement empilé ses outils à côté du cadre exposé dans le salon. J'appelle Patrick. Accélérez, lui dis-je. Démontez tous les murs. Tous. Il marque une pause. Vous vous attendez à trouver quelque chose? Ma grand-mère m'a dit que la maison se souvient. Je veux savoir ce dont elle se souvient. Patrick expire lentement. Très bien, dit-il. Nous commençons par le mur du salon demain. Je raccroche et je regarde la cour sombre. Le vent passe à travers les fenêtres brisées derrière moi, et la vieille maison gémit doucement comme si elle retenait son souffle depuis des années. Jeudi soir, 21h47. Je suis assise en tailleur sur le sol de mon appartement, triant les reçus de rénovation quand mon téléphone s'allume. Patrick O'Connor. Il n'appelle jamais si tard. Madame, dit-il quand je réponds, sa voix semble différente. Serrée et basse. Nous avons trouvé quelque chose derrière ce mur. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas l'expliquer au téléphone. Une pause. J'ai déjà appelé la police. Ils nous ont dit de ne rien toucher. Une autre pause. Et ne le dites pas à vos parents. Oh, ne le dites pas à votre sœur. Venez juste. Je ne perds pas de temps à poser des questions. Quelque chose dans sa voix me dit de ne pas le faire. Le trajet de mon appartement à Cold Spring prend normalement environ 45 minutes. Ce soir, sous la pluie, il faut 26 minutes. Mes essuie-glaces battent un rythme frénétique contre la vitre tandis que mes mains serrent le volant. J'imagine tout ce qui pourrait être caché derrière ce mur. De l'argent, de la drogue, quelque chose d'illégal, quelque chose de caché. Mes pensées tournent à travers toutes les possibilités. Aucune ne semble juste. Puis la maison apparaît à travers la pluie. 2 voitures de police sont garées dans l'allée, leurs lumières rouges et bleues clignotant à travers les arbres mouillés. Patrick se tient sur le porche, tenant sa casquette dans ses 2 mains. Son visage est pâle à la lumière du porche. C'est à l'intérieur, dit-il. Je le suis à travers la porte. 2 agents se tiennent dans le salon. L'un prend des photos pendant que l'autre regarde tranquillement, les bras croisés. Le faux mur est maintenant ouvert. La poussière de plâtre couvre le sol. Et dans l'espace creux entre les 2 murs se trouve une boîte en acier d'environ 60 cm de long, 30 cm de large, recouverte de décennies de poussière. Sur le couvercle, gravé dans le métal en lettres précises, se trouvent mes initiales. R. Je m'agenouille lentement. Mes doigts planent juste au-dessus de la gravure. Ma grand-mère a caché cela derrière un faux mur dans une maison qu'elle n'a laissée qu'à moi. Elle l'a gravé avec mes initiales et elle l'a verrouillé avec une combinaison que je n'ai pas encore essayée. Depuis combien de temps attend-elle ici? L'agent abaisse son appareil photo. C'est votre propriété, madame. Il dit, vous pouvez l'ouvrir. Nous avons juste besoin de documenter ce qu'il y a à l'intérieur. Je m'agenouille devant la boîte. Le cadenas à combinaison à 4 chiffres. Je pense à chaque chiffre que ma grand-mère m'a demandé de me souvenir. Son numéro de téléphone, son adresse, les mesures de recette. Puis j'essaie le plus simple. Mon anniversaire, le 19 mars. Le verrou clique. Je soulève le couvercle lourd. À l'intérieur, la boîte est divisée en 3 compartiments nets, chacun soigneusement doublé de tissu, le genre de soin que l'on accorde qu'aux choses qui comptent. Dans le premier compartiment, je trouve une épaisse enveloppe scellée à la cire. Je brise le sceau. À l'intérieur se trouve un document manuscrit, 4 pages écrites sur du papier ligné. En haut de la première page, dans l'écriture indubitable de ma grand-mère, se trouvent les mots « Dernier testament et codicile d'Eleanor Whittaker ». Le document est daté de 18 mois avant le testament que Samuel Pierce a lu dans son bureau. 2 signatures de témoins apparaissent en bas. Un cachet de notaire. C'est le vrai, l'original. Le deuxième compartiment contient une autre enveloppe. À l'intérieur se trouve une lettre, 4 pages manuscrites. La première ligne indique « Ma plus chère Rowena, si tu lis ceci, alors ils ont fait exactement ce que je craignais qu'ils fassent. » Ma vision se trouble un instant. Je presse le talon de ma main contre mon œil et continue de lire. Elle écrit sur Victor, sur le trust familial, sur la pression qu'ils ont exercée sur elle, sur la peur dans laquelle elle vivait. Ils me prennent depuis 2 ans, a-t-elle écrit.
Je ne pouvais pas les arrêter seul, alors je me suis préparé. Le troisième compartiment contient une enveloppe plus petite. Sur le devant, estampillé à l'encre rouge, il y a un mot « privé ». Je tends la main vers lui. « Madame », l'un des agents s'avance. « Celui-là, nous recommanderions de le faire examiner par un avocat d'abord, dit-il prudemment. Ce qu'il y a à l'intérieur peut être une preuve. Je retire lentement ma main. Je regarde les deux agents, puis Patrick O'Connor, qui se tient dans l'embrasure de la porte, agrippant le cadre. « Qu'y a-t-il là-dedans » Patrick demande doucement. Je soulève le premier document. Mes mains tremblent, mais ma voix non. C'est son vrai testament, dis-je. Celui qu'ils ont essayé d'effacer. L'un des agents photographie le document. Puis je lis les termes. Dans le vrai testament, ma grand-mère laisse tout le trust familial Whittaker. Tout à moi. La succession de Scarsdale. Tous les actifs liquides. Tout. Vanessa reçoit cette maison sur le chemin de Birch Hollow et $50 000. Mon père et ma mère reçoivent chacun $1. Et au bas de la page, dans l'écriture soignée de ma grand-mère, elle a ajouté une dernière ligne. Pour qu'ils sachent que je ne les ai pas oubliés. Je ne leur ai tout simplement pas pardonné. La pièce devient complètement silencieuse. La pluie tape régulièrement contre les fenêtres. Patrick finit par expirer comme s'il retenait son souffle depuis mon arrivée. Je plie soigneusement la lettre et la presse contre ma poitrine. Le papier porte une légère odeur de lavande, la même odeur qui remplissait chaque pièce où ma grand-mère avait vécu. Ils diront que je ne t'aimais pas assez pour te donner plus, a-t-elle écrit. La vérité est que je t'aimais trop pour les laisser tout prendre. Je reste sur ce sol pendant un long moment. Le lendemain matin, un détective du département de police de Cold Spring m'appelle. Il s'appelle détective Julian Torres. Sa voix est calme et professionnelle. Madame Rose, nous avons ouvert la troisième enveloppe avec un technicien médico-légal présent. Il dit, j'aimerais que vous veniez au poste. À 10 heures, je suis assise en face de lui dans une petite salle d'interrogatoire. Torres me détaille ce qu'ils ont trouvé. Des relevés bancaires, des dizaines d'entre eux, chacun imprimé, surligné et annoté de l'écriture de ma grand-mère. Ils ont retracé les virements du trust familial Whittaker vers un compte personnel appartenant à Victor Rose. Les virements ont eu lieu sur 23 mois. Le montant total, $410 000. Chaque virement est accompagné d'un formulaire d'autorisation. Chaque formulaire porte la signature de ma grand-mère. Sauf que Torres me glisse une des pages. Votre grand-mère a écrit des notes dans les marges, explique-t-il. Avec une écriture au crayon petite et régulière à côté de la signature se trouvent les mots « Je n'ai pas signé ceci ». Ce n'est pas mon écriture. Ma grand-mère avait demandé que des relevés bancaires en double exemplaire lui soient envoyés à une boîte postale privée. Elle a suivi chaque virement frauduleux elle-même. Elle a constitué le dossier complet. Puis Torres pose un autre document sur la table. Ceci aussi. C'est une requête juridique déposée 6 mois avant sa mort. Une demande de changement de fiduciaire et de représentant légal de sa succession. La signature indique Eleanor Whittaker. Mais même moi, je peux le voir. L'écriture est fausse. Nous avons déjà transmis tout cela au bureau du procureur de district, dit Torres. Cela dépasse un simple litige civil. Je hoche lentement la tête. Après avoir quitté le poste, je reste assise dans le parking pendant plusieurs minutes avant de passer un autre appel. La personne recommandée par mon collègue, Claudia Bennett, avocate spécialisée dans les litiges successoraux, réputée pour ne jamais perdre une affaire de fraude successorale depuis plus de 10 ans. Elle répond à la première sonnerie. Pendant 9 minutes d'affilée, je parle. J'explique tout. Elle écoute sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai fini, il y a une courte pause. Puis elle dit calmement, « Votre grand-mère ne vous a pas seulement laissé une maison. Elle vous a laissé une affaire. Venez à mon bureau demain. Apportez tout. » Je rentre chez moi les fenêtres ouvertes même si l'air est froid. Le monde semble différent d'une certaine manière, pas plus léger, mais plus clair. Avant de quitter le poste, le détective Torres a mentionné quelque chose d'autre. La troisième enveloppe contenait également des documents relatifs à l'histoire de la famille. Ces documents avaient déjà été transmis à une autre agence. J'ai demandé laquelle. Le FBI,
a-t-il dit. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'étais pas sûr d'être prête pour cette réponse. Dans une petite ville, les nouvelles se propagent vite. Quelqu'un a vu les voitures de police devant Birch Hollow Road. Quelqu'un l'a dit à quelqu'un. Et finalement, quelqu'un l'a dit à mon père. Il appelle le soir suivant. Pas de salutation, pas de politesse. Quoi que tu penses avoir trouvé dans cette maison, dit Victor Rose, sa voix serrée de contrôle. Cela ne signifie rien. Mais sous son ton calme, j'entends quelque chose que je n'ai jamais entendu de lui auparavant. La peur. J'ai les meilleurs avocats de ce comté. Tu vas tout perdre. Mon père continue froidement, y compris cette cabane. Je ne dis rien. Un instant plus tard, la ligne coupe. Il raccroche. 1 heure plus tard, c'est au tour de ma mère. Monica Rose appelle en pleurant. La performance est impeccable. Sa voix se brise aux bons endroits. Des respirations saccadées à des moments soigneusement chronométrés. Chaque pause mesurée comme si elle faisait partie d'un script. Rowena, tu détruis cette famille. Elle sanglote. Ta grand-mère serait dévastée. Elle laisse le silence s'étirer avant de continuer. Quoi que tu penses avoir trouvé, rends-le. Nous pouvons arranger ça. Nous sommes tes parents. Je la laisse finir. Puis je dis calmement, bonne nuit, maman. Et je raccroche. À minuit, Vanessa envoie un texto. 4 mots, tu es délirante. L'avocat de papa va t'enterrer. 2 jours plus tard, la réponse officielle arrive. Samuel Pierce entre dans le bureau de Claudia Bennett portant une proposition de règlement. Ses mains semblent stables, ses yeux ne le sont pas. Mon client propose une résolution généreuse, dit-il. Rowena garde la propriété de Birch Hollow. Elle reçoit également $50 000 supplémentaires. Il glisse les papiers sur la table. En échange, elle signe un accord de non-divulgation et abandonne tous les documents récupérés sur la propriété. Claudia ne cligne même pas des yeux. Mon client ne négocie pas lorsque des documents falsifiés sont impliqués, dit-elle sèchement. Pierce se lève, lissant sa veste. Lorsqu'il atteint la porte, il s'arrête. Pas à moi, à Claudia. Entre nous, dit-il doucement. Dites-lui de faire attention. Victor Rose connaît des gens dans ce comté. Puis il sort. Je me tourne vers Claudia. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Des gens? Elle pose son stylo et croise les mains. Son expression ne change pas, mais quelque chose derrière ses yeux se durcit. Cela signifie, dit-elle, que nous n'aurons peut-être pas un procès équitable ici. Un instant, je pense à ma grand-mère assise seule dans cette vieille maison, écrivant des notes dans les marges des relevés bancaires que personne d'autre n'était censé voir. Elle le savait. Elle savait que le système pourrait ne pas la protéger et elle s'est préparée quand même. Alors nous irons là où ce sera juste, dis-je. Claudia hoche une fois la tête comme si elle attendait que je dise exactement cela. Elle dépose la première contestation auprès du tribunal des successions du comté de Westchester. La motion est simple. Annuler le testament de Pierce. Reconnaître l'original manuscrit. Enquêter sur les transferts du trust. 2 semaines plus tard, la décision arrive. Motion rejetée. L'ordonnance vient du juge Martin Carnat. Sa décision écrite stipule, preuves insuffisantes pour renverser un testament correctement déposé et exécuté. Claudia m'appelle depuis sa voiture. J'entends sa respiration lente et délibérée. Le juge n'a pas examiné l'analyse médico-légale, dit-elle. Il n'a pas organisé d'audience. Il a rendu un rejet sommaire en 48 heures. Elle marque une pause. Cela n'arrive pas. Je pose la question dont je connais déjà la réponse. Pourquoi? Claudia expire. Le juge Carnat et votre père sont tous 2 membres du club de campagne de Westchester, dit-elle. J'ai vérifié les registres d'inscription. Ils ont dîné ensemble 3 fois le mois dernier. Le monde bascule, non pas parce que je suis choqué, mais parce que soudain, tout prend un sens. Ils ont fait exactement ce que je craignais qu'ils fassent, tout comme ma grand-mère l'avait écrit. Les murs commencent à se refermer. La banque refuse d'augmenter mon crédit. La rénovation à Birch Hollow n'est qu'à moitié terminée, et les factures s'accumulent.
Patrick O'Connor a accepté de retarder le paiement, mais j'entends la tension quand il dit « Prends ton temps ». Il le pense. Mais le temps coûte de l'argent que nous n'avons pas. Ce soir-là, je suis assise sur le sol de la maison de Birch Hollow. Les murs sont à moitié dénudés. Des fils électriques pendent exposés. La pièce sans l'assure et quelque chose de plus ancien en dessous. Je déplie à nouveau la lettre de ma grand-mère et relis la phrase à laquelle je reviens sans cesse. Ne les laisse pas te diminuer, Rowena. La vérité est lourde, mais elle te soutiendra quand rien d'autre ne le pourra. Je suis assise dans cette maison brisée. Je me demande si elle savait à quel point cela serait difficile. Savait-elle que le système lui-même résisterait? Avez-vous déjà tenu quelque chose dont vous saviez qu'il était vrai et regardé toutes les portes se fermer devant vous? Si oui, j'aimerais savoir comment vous avez continué. Dites-le moi dans les commentaires. Le lendemain matin, Claudia appelle. Nous passons au niveau fédéral. Les mots semblent énormes. Fédéral, je répète. La fraude bancaire est un crime fédéral, explique-t-elle. L'abus financier envers les personnes âgées l'est aussi lorsque des trusts inter-États sont impliqués. Et si le ban local est compromis, nous avons des motifs pour faire appel. Sa voix est de l'acier. Ce n'est pas une vengeance, Rowena. C'est une procédure. Je ferme les yeux. J'imagine l'écriture de ma grand-mère, stable, certaine, même vers la fin. Passe l'appel, dis-je. Claudia contacte le bureau régional du FBI à Manhattan. Elle soumet le dossier de l'affaire par écrit. Documents juridiques falsifiés, transfert de trust frauduleux totalisant $410 000, preuves compilées par la victime elle-même avant sa mort, et un juge local potentiellement compromis. Une semaine plus tard, mon téléphone sonne d'un numéro que je ne reconnais pas. Madame Rose, dit l'homme, je m'appelle Arthur Whitaker. Je suis un agent spécial retraité du FBI. On m'a demandé de consulter votre dossier en raison de sa complexité. Sa voix est calme, mesurée, précise, le genre de voix qui vous fait écouter sans savoir pourquoi. Nous nous rencontrons dans un café à White Plain. Il est déjà assis quand j'arrive. Il est dans la soixantaine, cheveux argentés, une veste en tweed marron sur une chemise amidonnée. Des lunettes de lecture reposent sur la table à côté d'une tasse de café intacte. Ses yeux sont vifs, mais il y a de la chaleur en eux, le genre qui vient d'une longue vie. Il ne commence pas par parler de l'affaire. Au lieu de cela, il pose une question simple. Parle-moi de ta grand-mère. Je ne m'y attendais pas. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout ce que tu veux me dire. Alors, je commence à parler du gâteau au citron qu'elle avait l'habitude de faire, des appels téléphoniques hebdomadaires, de la façon dont elle pouvait rendre une pièce sur juste en s'asseyant dedans, du Porsche à Cold Spring où elle s'asseyait avec son café. Ne disant presque rien et disant quand même tout. Arthur écoute tranquillement. Il ne prend pas de notes. Il n'interrompt pas. Pas une seule fois. À un moment donné, il détourne le regard et quelque chose change dans son expression. Pas une distance professionnelle, quelque chose de plus proche du chagrin. Elle était remarquable, dit-il doucement. Puis il explique que le FBI a ouvert une enquête fédérale. Victor et Monica seront assignés à comparaître. Les documents falsifiés et les dossiers bancaires passeront par une analyse médico-légale fédérale. Cela ira au tribunal, me dit-il, et ce ne sera pas dans le tribunal du juge Kern. Nous nous levons pour partir. Arthur tend la main et prend la mienne. La tenant doucement entre ses deux mains, un peu plus longtemps qu'un étranger ne le ferait normalement. Ses paumes sont chaudes, sa poigne est prudente. Il étudie mon visage un instant. Tu as ses yeux, dit-il. Je souris, légèrement confuse. Les gens disent habituellement que je ressemble à ma mère. Arthur secoue la tête. Non, dit-il doucement. Tu ressembles à Eleanor. Il me lâche et marche jusqu'à sa voiture. Je reste sur le trottoir à le regarder partir et quelque chose commence à tirer à l'arrière de mon esprit. Un nom. Un nom que je devrais reconnaître. Whitaker. Arthur Whitaker. Le nom de jeune fille de ma grand-mère avant qu'elle n'épouse Whitaker était Whitaker. Je reste là un long moment après que sa voiture a disparu. Mon père n'attend pas la convocation. Au lieu de cela, il passe à l'offensive. Une histoire apparaît dans le Westchester Register.
Elle ressemble à du journalisme, mais elle se lit comme un communiqué de presse. Le titre dit « Une famille locale en proie à des troubles alors que la plus jeune fille conteste la succession de sa grand-mère ». Mon père est cité directement. Rowana traverse une période difficile après avoir perdu sa grand-mère. Victor Rose dit au journaliste. Nous voulons seulement la soutenir. Il a l'air calme, raisonnable, même compatissant. Et c'est ce qui la rend dangereuse. Ma mère aggrave les choses en ligne. Elle publie un message public sur Facebook. La photo date de Noël il y a 2 ans. Nous sommes tous les 4 debout ensemble dans des pulls assortis. Ma grand-mère au centre. La légende indique, notre famille est déchirée par la cupidité et les fausses accusations. Tout ce que j'ai jamais voulu, c'est nous garder ensemble. S'il vous plaît, priez pour nous. La publication est partagée 47 fois. Des centaines de commentaires sympathiques. Je ne suis pas tagué. Je ne suis pas nommé, mais tout le monde sait exactement de qui elle parle. Au travail, mon superviseur me prend à part. Rowana, je te soutiens, dit-elle doucement. Mais quelques donateurs ont commencé à poser des questions, hésite-t-elle. Essaie de garder cela privé. Elle veut bien faire, mais il n'y a plus de privé. Mon père s'en est assuré. Puis vient la vraie attaque. Vanessa appelle, sa voix est plate. Papa dit que si tu ne laisses pas tomber d'ici vendredi, il demandera au tribunal de te déclarer mentalement inapte. Au début, je pense qu'elle bluffe. Ce n'est pas le cas. 3 jours plus tard, Claudia Bennett m'envoie le dossier. Une requête pour évaluation de compétences mentales soumise au tribunal des successions de Westchester. Le requérant n'est pas mon père, c'est ma mère. Sa déclaration écrite indique « Ma fille a des antécédents documentés d'anxiété et de dépression. Depuis la mort de sa grand-mère, elle a pris des décisions de plus en plus erratiques. Je m'inquiète pour sa sécurité et sa capacité à gérer les affaires juridiques et financières. 2 ans plus tôt, j'étais allé en thérapie pour le deuil du poids de grandir invisible dans ma propre famille. Ma mère le savait parce que je le lui avais dit. Je pensais qu'elle comprendrait. Au lieu de cela, elle a gardé l'information, non pas pour m'aider, mais pour l'utiliser. Claudia appelle dans l'heure. Ils essaient de te retirer ta capacité juridique, dit-elle. Si ça marche, tu ne peux pas poursuivre. Tu ne peux pas témoigner. Tu deviens pupille de la cour au lieu d'être la plaignante. Sa voix se tend. Nous devons agir vite. Je fixe la signature de ma mère sur la requête. Soigné, centré, pas un indice d'hésitation dans les traits du stylo. Ma propre mère a déposé des documents juridiques me traitant de folle pour protéger l'argent qu'elle a volé. Cet après-midi même, j'ai appelé le docteur Melissa Grant. Elle a été ma thérapeute par intermittence pendant 2 ans. La personne qui m'a aidé à comprendre les schémas dans lesquels j'ai grandi. Contrôle, rejet, amour conditionnel. Je lui dis tout. Elle écoute tranquillement. Puis elle dit, j'aurai la lettre d'évaluation sur le bureau de votre avocate demain matin. La lettre fait 3 pages, claire, détaillée, sans ambiguïté. Rowana Rose démontre une compétence cognitive et émotionnelle complète. Il n'y a aucune base clinique pour une contestation de compétences. Ses décisions semblent informées, cohérentes et autodéterminées. Claudia dépose la réfutation dans les 48 heures. 6 juin se trouve l'évaluation du docteur Grant et une motion pour rejeter la requête de ma mère. Au même moment, elle dépose une demande de transfert de compétences au tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, tribunal fédéral. Le FBI soutient le transfert avec son propre mémoire. Le tribunal des successions locales ne s'y oppose pas. Le juge Martin Kern se récuse avant d'être forcé de partir. L'affaire monte. Ce soir-là, je fais quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'appelle mon père directement, pas pour me disputer, pas pour supplier, juste pour l'informer. Papa, dis-je calmement, je sais ce que toi et maman avez fait. J'ai le testament original. J'ai les relevés bancaires. J'ai les signatures falsifiées. Le FBI est impliqué maintenant. Je marque une pause, pas pour le drame, juste pour respirer. Tu peux arrêter ça ou tout devient public. Ton choix. Le silence remplit la ligne. 10 secondes. 15. Finalement, il parle.
Tu vas le regretter, Rowena. Tu n'as aucune idée de ce que tu commences. Je ne l'ai pas commencé, je réponds. Mamie l'a fait. Elle savait que vous iriez après son argent. Elle s'est juste assurée que j'aurais la preuve. Je raccroche. Mes mains tremblent, mais pas comme avant. Ce n'est pas la peur. C'est le sentiment que quelque chose se met enfin en place. Plus tard dans la nuit, Claudia appelle avec une autre mise à jour. Le FBI médico-légal a fini d'analyser le testament de Pierce, dit-elle. Les experts en écriture ont atteint une conclusion. 99,7% de probabilité que la signature sur ce document n'ait pas été écrite par Eleanor Whittaker. Pas une ombre de doute. Pas même un soupçon d'ambiguïté. Ma grand-mère a signé le vrai testament. Quelqu'un d'autre a signé le faux. Et maintenant, j'ai les deux. Le dimanche matin, Béatrice Langford appelle. Elle a vu l'article de journal. Elle a vu la publication Facebook de ma mère. Et elle a fini de se taire. Viens chez moi, Rowena, dit-elle. Il y a des choses que j'aurais dû te dire aux funérailles. Son salon sent légèrement la bergamote et le vieux papier. Elle s'assoit en face de moi dans un fauteuil à oreilles avec un couvre-lit plié sur ses genoux. Sur la table d'appoint à côté d'elle se trouve une photographie encadrée. Deux jeunes femmes dans la vingtaine riant ensemble sur un quai quelque part. L'une d'elles est ma grand-mère. Votre grand-mère avait une vie avant Victor, dit Béatrice doucement. Avant votre grand-père, avant tout, elle marque une pause. Avant Harold, il y avait quelqu'un d'autre. Elle me parle d'un jeune homme nommé Michael. Ils se sont rencontrés au début des années 70, à l'époque où Eleanor avait à peine 20 ans. Elle l'aimait, dit Béatrice à voix basse, d'une manière qui ne correspondait pas au plan de sa famille. Sa voix est calme, mais il y a quelque chose de lourd en dessous. Ils l'ont forcée à mettre fin à cette relation. Elle marque une pause avant de continuer. Les raisons appartenaient à cette époque, dit-elle. Je ne les embellirai pas. Qu'est-il arrivé de lui ? Je demande. Il a disparu, répond Béatrice. Il a déménagé. L'année suivante, Eleanor a épousé votre grand-père. Elle n'a plus jamais mentionné Michael. Pendant des décennies. Béatrice regarde la photographie sur la table à côté d'elle. Puis un jour, il y a environ 15 ans, elle m'a dit qu'elle l'avait retrouvé. Elle a dit qu'ils avaient renoué. Sa voix s'adoucit en se souvenant. Elle m'a dit, il n'a jamais cessé de me chercher, Béatrice, et je n'ai jamais cessé de souhaiter qu'il ne l'ait pas fait. Béatrice tend la main derrière sa chaise et sort une petite boîte en bois. Eleanor me l'a donnée environ 1 an avant de mourir, dit-elle. Elle m'a dit de vous la donner si quelque chose se passait. Seulement à vous. À l'intérieur de la boîte se trouve une photographie en noir et blanc. Une jeune femme et un jeune homme se tenant bras dessus, bras dessous devant un bâtiment que je ne reconnais pas. Elle porte une robe blanche. Il est en costume sombre. Au dos, écrit à l'encre décolorée, M&M, 1974, Eleanor et Michael. Je rapproche la photo de mon visage. L'homme sur la photo est jeune, la vingtaine, avec des pommettes saillantes et des yeux sombres et stables. J'ai déjà vu ses yeux. La semaine dernière, à une table de café à White Plain. Arthur Whittaker. Béatrice. Je dis lentement. Le nom de jeune fille de ma grand-mère était Whittaker. Elle hoche la tête. Elle ne dit rien d'autre. Elle n'en a pas besoin. Je fixe la photographie jusqu'à ce que les visages se brouillent. Tu as ses yeux, m'a dit Arthur. À l'époque, je pensais que ce n'était qu'un compliment. Maintenant, je réalise que ce n'était pas le cas. C'était de la reconnaissance. Elle a tout planifié, ma chère, dit Béatrice doucement depuis sa chaise. C'était la femme la plus intelligente que j'ai jamais connue, elle marque une pause. Et la plus chagrinée. Je rentre chez moi avec la photo posée sur le siège passager. Les pièces dans mon esprit commencent à se réorganiser. Je peux sentir le contour de quelque chose se former, quelque chose que je ne suis pas tout à fait prête à dire à voix haute pour l'instant. Ce soir-là, je suis assise à ma table de cuisine avec 3 choses étalées devant moi. La photo de Béatrice, le bracelet en argent du poignet de ma grand-mère et la boîte en acier de Birch Hollow. Je prends le bracelet en premier. Je le porte presque tous les jours depuis l'hôpital,
mais je ne l'ai jamais vraiment regardé attentivement. L'extérieur est simple, lisse, terni, banal. Ma mère avait raison sur une chose. Ça ressemble à des bijoux fantaisie bon marché. Mais quand je l'ai incliné sous la lampe, j'ai remarqué quelque chose. À l'intérieur du fermoir, gravé en lettres si minuscules que j'ai besoin d'une loupe, se trouve une séquence de chiffres. 0917 1974 17 septembre 1974. L'année où tout a changé pour elle. La même année que la photo. M&M 1974. Une date. Un code caché à la vue de tous depuis 40 ans. Je porte la boîte en acier à la table. Lorsque la police l'a traitée, ils ont documenté les 3 compartiments principaux. Mais je me souviens d'autre chose. Sous la base de la boîte, il y avait une deuxième serrure, un panneau à combinaison plus petit caché sous le compartiment principal. Les agents ont essayé quelques combinaisons, puis l'ont laissé tranquille. Ils l'ont laissé pour moi. J'entre les chiffres du bracelet. 09171974. Le panneau se déverrouille avec un petit clic. À l'intérieur du compartiment caché se trouve un seul document plié en 3 et protégé dans une pochette en plastique. Je le sors soigneusement. Un certificat de naissance ancien, jauni par l'âge. Délivré dans l'État du Connecticut. Nom, Eleanor Ann Whittaker. Date de naissance, 3 juin 1952. Mère, Ruth Ellen Whittaker. Père, Arthur James Whittaker. Je fixe la page. Arthur n'est pas l'ancien amant de ma grand-mère. Arthur est son père. Je pose le certificat de naissance sur la table et je tends la main vers le dernier objet du compartiment. Une lettre pliée. L'écriture de ma grand-mère encore une fois, plus courte cette fois, seulement 2 paragraphes. Rowena, Arthur Whittaker est mon père. On m'a forcé de le donner en adoption quand j'avais 3 ans. Le tribunal m'a pris à lui dans des circonstances injustes et impardonnables. Je l'ai retrouvé quand j'avais 40 ans. Nous avons gardé ce secret pour te protéger. Ton père l'aurait utilisé contre nous. Quand tu le rencontreras, souviens-toi qu'il fait partie de la famille. La vraie famille. Celle qui ne prend pas, celle qui attend. Je relis la lettre encore et encore. Je tiens le papier à la lumière comme si les mots pouvaient se réorganiser en quelque chose de plus facile à comprendre. Arthur Whittaker, l'agent du FBI à la retraite qui m'aide à enquêter sur mon affaire. Mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère, l'homme qui a perdu sa fille à cause du système il y a 70 ans et qui a passé le reste de sa vie à devenir quelqu'un que le monde ne pourrait plus ignorer. Et ma grand-mère a caché la vérité à l'intérieur d'un bracelet que je portais tous les jours sans m'en rendre compte. Je prends mon téléphone. Je compose le numéro d'Arthur. Il répond à la première sonnerie comme s'il attendait l'appel. J'ai trouvé le compartiment caché, dis-je. Je sais qui tu es. La ligne devient silencieuse. Pas le silence de la surprise, le silence de quelqu'un qui porte un secret depuis très longtemps et qui vient d'être dit qu'il peut enfin le poser. J'attendais que tu le trouves, dit Arthur doucement. C'était le plan d'Eleanor, pas le mien. Nous nous rencontrons le lendemain matin à la maison de Birch Hollow. Il arrive avant moi. Quand j'arrive, il est debout sur le porche, les 2 mains dans les poches de sa veste en tweed, regardant la cour. Un instant, je le vois comme ma grand-mère devait le voir. Patient, stable, toujours là après tout. Nous nous asseyons ensemble à la table de la cuisine et il me raconte toute l'histoire. Au milieu des années 60, quand Eleanor était adolescente, sa mère, la femme d'Arthur, Ruth, est morte de pneumonie. Arthur avait un peu plus de 30 ans à l'époque. Il travaillait à temps partiel dans un magasin de quincaillerie. Il n'avait pas d'économie. La famille de Ruth a demandé la garde au tribunal. Le tribunal a accepté. Eleanor lui a été retirée. Au début, ils m'ont dit que je pouvais lui rendre visite, dit Arthur. Puis les visites se sont arrêtées. Puis l'adresse a changé et finalement, elle avait disparu. Il a passé 15 ans à la chercher. J'ai rejoint le bureau parce que cela me donnait accès à des systèmes que la plupart des gens ne pouvaient pas atteindre, explique-t-il. Je me disais que c'était pour la justice. Il marque une pause. Mais c'était vraiment pour elle. Arthur a finalement trouvé Eleanor en 1992. Elle avait 40 ans. Ils se sont rencontrés dans un parc à Hartford.
Ils se sont assis sur un banc pendant 3 heures et ont à peine parlé. Elle a juste tenu ma main et c'était suffisant. Arthur et ma grand-mère ont gardé leur retrouvaille secrète. Victor a épousé Monica l'année avant qu'Arthur ne retrouve Eleanor, explique Arthur doucement. Et Eleanor m'a dit qu'il commençait déjà à poser des questions sur ses finances. Il secoue légèrement la tête. Elle m'a dit que s'il me découvrait un jour, il déformerait la situation. Il prétendrait que renouer avec le père qui lui avait été enlevé signifiait qu'elle était instable. Arthur me regarde directement. Ses yeux sont humides, mais sa voix reste ferme. Il y a 3 ans, Eleanor m'a appelé et m'a dit « Il va tout voler quand je mourrai ». Arthur marque une pause. Et je lui ai fait une promesse. Il expire lentement. Je lui ai dit que je ne pouvais pas sauver ma fille de cette famille. Mais je sauverai ma petite fille. Je ne dis rien. Je n'ai pas besoin de le faire. Je tends la main à travers la table et je prends la sienne. Puis Arthur me dit autre chose. Avant de mourir, ma grand-mère lui avait déjà envoyé des copies des documents du trust et des relevés bancaires, une sauvegarde. Une assurance au cas où quelque chose arriverait à la boîte en acier. Mais il explique quelque chose d'important. Des copies envoyées par quelqu'un qui meurt plus tard peuvent parfois être contestées au tribunal. Les originaux comptent. Les originaux récupérés par l'héritier légitime d'une propriété qui lui a été légalement transférée. Arthur dit que c'est inattaquable. C'était le plan. Pas celui d'Arthur, pas celui de Claudia. Le plan de ma grand-mère. Elle ne pouvait pas les combattre de son vivant, alors elle a constitué un dossier après sa mort. Et elle a fait confiance à la seule personne qu'il sous-estimait le plus pour le trouver. Moi. Après le départ d'Arthur, je reste assise dans cette cuisine pendant un long moment. Le bracelet repose à mon poignet. Le certificat de naissance est ouvert sur la table. Dehors, la cour est silencieuse. Pour la première fois en 28 ans, je commence à comprendre ce que la famille est censée ressentir. Elle n'exige pas. Elle ne fait pas de performance. Elle ne compte pas les points. Elle attend. Mercredi après-midi, bureau de Claudia Bennett. 3 chaises tirées autour de son bureau. Claudia, Arthur et moi. Derrière elle, un tableau blanc est couvert de dates, de noms et de flèches rouges les reliant. Voici où nous en sommes, dit Claudia. Tribunal fédéral, le tribunal de district des États-Unis. Ce n'est plus seulement un litige successoral. C'est un renvoi pénal avec un défi successoral civil joint. Elle tapote le tableau. Chef d'accusation potentiel à l'étude, falsification de documents juridiques, fraude bancaire en vertu de la loi fédérale, abus financiers envers les personnes âgées, complot. Arthur se penche. Le FBI a terminé son analyse médico-légale, dit-il. La comparaison d'écriture confirme que la signature sur le testament de Pierce est falsifiée. Les formulaires d'autorisation pour les transferts du trust sont également falsifiés. 6 documents différents portant le nom d'Eleanor. Aucun écrit par elle. Claudia hoche la tête. Et il y a plus. Nous avons le témoignage vidéo d'Eleanor. Je cligne des yeux. Vidéo. Arthur ouvre un dossier. Votre grand-mère a enregistré une déclaration sous serment 8 mois avant son décès. Il explique qu'elle l'a filmée chez Béatrice Langford avec un notaire présent. Elle anticipait que si la boîte était trouvée, il prétendrait qu'elle était confuse ou manipulée. Il glisse une petite clé USB sur le bureau. C'est Eleanor Whittaker déclarant clairement, en pleine possession de ses moyens, que tout testament présenté par Samuel Pierce est frauduleux. Je presse mes doigts contre mes tempes. Elle a pensé à tout. Victor connaît déjà la date de l'audience. Claudia dit qu'il a appelé tout le monde. Ses avocats, l'ancien juge, des gens de son club de campagne. Elle hausse légèrement les épaules, mais c'est le tribunal fédéral maintenant. Le juge Kern n'a aucune juridiction. Victor ne s'arrête qu'à la limite du comté. Ce soir-là, ma mère m'appelle à nouveau. Cette fois, elle ne pleure pas. Sa voix est froide. Si vous allez jusqu'au bout, vous n'aurez plus de famille. Elle dit, est-ce que c'est ce que tu veux? Je regarde le bracelet en argent à mon poignet, la photo d'Arthur et de ma grand-mère assise sur mon comptoir de cuisine, la lettre qui commence, ma plus chère Rowena, je n'ai pas eu de vraie famille depuis longtemps, maman, je réponds calmement.
Je ne le savais juste pas, elle raccroche en premier. Cette nuit-là, je retourne à la maison de Birch Hollow. La rénovation est à mi-chemin. De nouvelles planches de bois flambordent le couloir. De la nouvelle peinture illumine la cuisine, mais le mur du salon reste ouvert là où la boîte en acier a été découverte. J'ai demandé à Patrick de laisser les choses ainsi. Un rappel. Demain, je vais dans un tribunal fédéral. Je porterai l'écriture de ma grand-mère dans mon sac, son bracelet à mon poignet, et son père à mes côtés. Demain, ils me verront, pas la version qu'ils ont créée, la vraie. Le matin de l'audience, je me réveille à 5 heures. Un email m'attend dans ma boîte de réception, envoyé à 3h47 du matin par mon père. Pas seulement à moi, à toutes les adresses familiales qu'il possède. Tante, oncle, cousin, 26 destinataires. L'objet, famille. Le message dit, mon cœur est brisé de devoir écrire ceci. Rowana tente d'extorquer notre famille en utilisant des documents fabriqués avec l'influence d'étrangers. Elle a des problèmes de santé mentale et est manipulée par des partis extérieurs qui veulent accéder à la succession d'Éléanor. Nous demandons vos prières et votre compréhension alors que nous nous battons pour protéger les véritables souhaits d'Éléanor. À cette heure, mon téléphone affiche 4 appels manqués. Tante Karen, oncle Dal, un cousin à qui je n'ai pas parlé depuis 2019. Personne ne laisse de message. Je sais ce qu'ils veulent demander. Je fais taire mon téléphone et je conduis. Le palais de justice fédéral de Manhattan s'élève de la rue en calcaire et en verre. Massif, impersonnel, complètement indifférent au drame familial. Je me gare à 3 pâtés de maison et marche. Devant l'entrée, je les vois. Mon père se tient dans un costume anthracite, posture droite, parlant à un journaliste du Register. Il marque une pause pour une photo. Contrôlé, respectable. Nous sommes confiants que la vérité éclatera aujourd'hui, dit-il calmement dans l'enregistreur du journaliste. Ma mère se tient à quelques mètres derrière lui, serrant un mouchoir tout en parlant à une femme de leur église. Je veux juste retrouver ma famille, dit-elle assez fort pour que quiconque passe l'entende. Et puis il y a Vanessa. Elle ne se tient pas avec eux. Elle est seule près du mur et du bâtiment, les bras croisés, fixant le trottoir. Pas de téléphone, pas de performance. Quand elle lève les yeux et me voit, quelque chose passe sur son visage. Quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Pas de colère, pas d'indifférence. C'est peut-être de la peur ou peut-être la première émotion honnête qu'elle ait ressentie depuis des mois. Je ne m'arrête pas. Je marche devant eux 3 et à travers les portes du palais de justice. À l'intérieur du hall, Claudia Bennett attend avec sa mallette, et à côté d'elle se tient Arthur Whittaker, veste en tweed, cheveux argentés, solide comme un roc. Je prends ma place entre eux. Claudia Bennett à ma droite, Arthur Whittaker à ma gauche. La salle d'audience est à moitié pleine. Environ 15 parents dispersés dans la galerie. 2 journalistes assis près de l'allée. Un greffier au front. 2 US Marshals postés près de la porte. De l'autre côté de la salle, l'équipe juridique de mon père, 2 avocats d'un cabinet de Hartford, organisent leur dossier à la table de la défense. Victor Rose s'assoit à côté d'eux. Il jette un coup d'œil rapide à Arthur, ne le reconnaît pas, puis détourne les yeux. La porte derrière le banc s'ouvre. Tous debout. La juge Patricia Moreau entre. Elle est petite, aux cheveux argentés, et se déplace avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui n'a aucun intérêt à gaspiller des mots ou du temps. Elle prend place. Conseil, dit-elle calmement. Claudia se lève. Elle ne se presse pas. Dans une main, elle tient un dossier. Dans l'autre, une petite télécommande. Derrière elle, un projecteur clignote. Votre honneur, commence-t-elle. Cette affaire commence par une mort et un mensonge. Une chronologie apparaît sur l'écran de la salle d'audience. 2 colonnes. À gauche, le testament manuscrit original daté du 14 mars de l'année précédente, notarié et attesté par 2 individus. À droite, le testament de Samuel Pierce daté de 11 mois plus tard et déposé auprès du tribunal des successions du comté 3 jours après la mort d'Eleanor Whittaker. Claudia fait un geste vers l'écran. Le document présenté par Monsieur Pierce n'a pas été écrit par Eleanor Whittaker. Elle clique sur la télécommande. Un rapport médico-légal remplit l'écran.
L'analyse d'écriture certifiée par le FBI confirme avec 99,7% de probabilité que la signature sur le testament de Pierce n'appartient pas à la défunte. Des murmures se propagent dans la galerie. Quelqu'un bouge sur son siège. Une de mes tantes se penche en avant. Claudia clique à nouveau. Maintenant, l'écran montre les relevés bancaires. 23 mois de virements surlignés. Plus de 410 000 $, continue Claudia. Transféré du trust d'Eleanor Whittaker vers un compte personnel contrôlé par Victor Rose. Chaque ligne est marquée. Chaque transaction liée à un formulaire d'autorisation. Chaque autorisation portant une signature falsifiée. L'avocat principal de mon père se lève brusquement. Objection. La provenance de ces documents a déjà été établie par la récupération par les forces de l'ordre et la vérification médico-légale fédérale. Répond Claudia sans même se retourner. J'ai ici le rapport de chaîne de garde. La juge Moreau jette un coup d'œil vers la table de la défense. Rejeté. Continuez. Claudia ouvre le dossier qu'elle tient. Elle soulève une photocopie. Puis elle commence à lire à voix haute. J'écris ceci en pleine possession de mes moyens. Mon gendre, Victor Rose, et ma fille, Monica Rose, me volent systématiquement dans mon trust depuis 2 ans. Je crains que si je les confronte, on me fasse taire. La salle d'audience devient complètement immobile. Un journaliste fiche ses doigts sur le clavier. 2 parents au 2e rang échangent un regard que je ne peux décrire que comme de l'horreur. Mon père est rigide, la mâchoire serrée. La main de ma mère se porte à sa gorge. Cette fois, ce n'est pas du jeu. Au fond de la salle d'audience, Samuel Pierce bouge sur sa chaise. Puis il se lève. Votre honneur, asseyez-vous, monsieur Pierce, dit la juge Moreau sans lever les yeux. Vous êtes un témoin matériel. Vous resterez assis jusqu'à ce qu'on vous appelle. Pierce se rassied. Son visage est devenu pâle. Claudia se tourne vers la cour. Ce n'est pas un désaccord familial, votre honneur. Elle laisse le silence s'installer avant de conclure. C'est une scène de crime déguisée en testament. Puis elle dit, la plaignante appelle Arthur Whittaker. Arthur se lève de son siège à côté de moi. Il boutonnait sa veste, un mouvement délibéré, et marche calmement jusqu'au banc des témoins. Ses pas sont doux sur le sol de la salle d'audience. Il ne se presse pas. Mon père jette un coup d'œil vers lui, fronçant légèrement les sourcils, puis regarde ses avocats. L'un d'eux hausse les épaules. Arthur prête serment. Il s'assoit droit, les mains croisées, attendant. Claudia s'approche du banc. Monsieur Whittaker, dit-elle. Veuillez indiquer votre relation avec la défunte, Eleanor Whittaker. Arthur tourne légèrement la tête vers la galerie. Sa voix porte à travers toute la salle d'audience. Eleanor Whittaker était ma fille. La salle n'explose pas. Elle s'effondre vers l'intérieur. Une inspiration collective aiguë, puis le silence. Quelqu'un se couvre la bouche. Une chaise craque. Le stylo d'un journaliste se fige à mi-mot. La tête de mon père se tourne vers ma mère. Tu m'as dit que son père était mort, murmure-t-il durement. Ma mère ne répond pas. Son visage est devenu complètement blanc. Ses lèvres bougent, mais aucun son n'en sort. Claudia continue. Monsieur Whittaker, pourriez-vous expliquer les circonstances? Arthur parle calmement. Il décrit l'année où tout s'est effondré. La mort de Ruth, l'audience de garde, un jeune père jugé inapte par un tribunal qui n'a jamais regardé 2 fois. Et une petite fille emmenée de son appartement pendant qu'il se tenait dans l'embrasure de la porte. J'ai passé 15 ans à la chercher. Arthur dit, j'ai rejoint le FBI parce que j'avais besoin d'accéder à des systèmes qui m'avaient déjà fait défaut une fois. Il marque une pause. Nous avons renoué en 1992. Nous l'avons gardé privé pour protéger Eleanor et pour protéger Rowena. Claudia insère la clé USB. L'écran de la salle d'audience s'anime à nouveau. Maintenant, il montre une vidéo. Un salon familier, la maison de Béatrice Langford. Ma grand-mère est assise dans une chaise face à la caméra. Ses mains reposent calmement sur ses genoux. Béatrice se tient derrière elle. Un notaire est assis sur le côté. Ma grand-mère commence à parler. Sa voix est mince mais stable. Moi, Eleanor Ann Whittaker,
déclare que tout testament produit par Samuel Pierce après septembre de l'année dernière est frauduleux. Je suis saine d'esprit. Mon gendre et ma fille me volent. Cet enregistrement est mon témoignage sous serment. Elle marque une pause. Puis elle regarde directement dans l'objectif de la caméra. Et à ma Rowena, je suis désolé de ne pas avoir pu te le dire alors que j'étais encore là, mais je le dis maintenant. La vidéo se termine. L'écran s'éteint. Ma mère pousse un son. Pas tout à fait un cri. Pas tout à fait un mot. Personne ne bouge pour la réconforter. Mon père repousse soudainement la table de la défense. C'est un piège, crie-t-il. Cet homme est un étranger. Il n'a aucune légitimité. Le marteau de la juge Moreau frappe une fois. Asseyez-vous, monsieur Rose, dit-elle brusquement. Ou je vous tiendrai en mépris. Mon père se rassoit. Son avocat essaie de le calmer avec une main sur son bras. Il la repousse. Arthur jette un coup d'œil vers moi depuis le banc des témoins. Il ne sourit pas. Il n'en a pas besoin. Ses yeux disent la seule chose qui compte. Je suis là. J'ai perdu ma fille une fois à cause du système. Arthur dit doucement. Je ne perdrai pas ma petite fille à cause de la même famille qui a volé la paix de mon enfant. Le greffier du tribunal marque une pause, puis continue de taper. La juge Moreau écrit quelque chose dans ses notes. Son stylo bouge lentement, régulièrement, le genre de mouvement qui précède une décision. La cour sera ajournée pour 15 minutes, annonce-t-elle. La galerie s'agite. Les gens se lèvent, chuchotent, évitent de regarder mon père. Je sors dans le couloir. Claudia examine ses notes près du mur. Arthur parle doucement avec le responsable du FBI près de la fontaine à eau. Puis j'entends des pas derrière moi, rapides, déterminés. Rowena. Je me retourne. Vanessa se tient à 1 mètre de distance. Ses yeux sont rouges, ses mains serrées sur ses côtés. Pour la première fois depuis des années, elle ne tient pas son téléphone. Je veux témoigner, dit-elle. Claudia lève les yeux. Je regarde ma sœur, cherchant dans son visage la manipulation, la stratégie, la performance. Je ne trouve rien de tout cela. Ce que je vois à la place est quelqu'un qui vient de voir le sol s'effondrer sous la seule histoire qu'elle ait jamais crue sur notre famille. Je hoche la tête. 10 minutes plus tard, Vanessa Rose monte sur le banc des témoins. Les avocats de mon père s'y opposent immédiatement. Le témoin est un bénéficiaire du testament contesté. L'un des avocats de mon père argumente rapidement. Son témoignage est compromis. La juge Patricia Moreau lève à peine les yeux. Le témoin témoigne volontairement contre son propre intérêt financier. Elle répond. Elle marque une pause. Je l'autorise. Procédez. Vanessa agrippe le bord du banc des témoins. Elle ne regarde pas nos parents. Elle regarde directement le juge. Je savais que le testament avait été changé, dit-elle. Sa voix tremble, mais elle continue de parler. Je ne savais pas exactement comment c'était fait, mais je savais que mamie n'aurait jamais laissé Rowena avec une maison cassée. Elle aimait Rowena plus que nous tous. Un son calme se propage dans la galerie. Une de mes tantes appuie plus fort sa main sur sa bouche. Vanessa avale. Papa m'a dit de me taire. Maman a dit que c'était pour la famille. Je les ai crus parce que c'était plus facile que de croire que je faisais partie de quelque chose de mal. Elle prend une respiration lente. Papa m'a dit, quand mamie était encore en vie. Il a dit, quand elle mourra, tout nous reviendra, pas à Rowena. Elle n'est pas faite pour ça. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas posé de questions. J'ai accepté ce qu'on me donnait parce que c'est ce pourquoi j'ai été élevé. Puis finalement, elle se tourne, pas vers nos parents, vers moi. Je ne te demande pas de me pardonner, Rowena, dit-elle doucement. Je dis la vérité parce que mamie le méritait et parce que tu es plus courageuse que je ne le serai jamais. La salle d'audience tombe dans un silence total. Le visage de mon père est raide, décoloré. Le menton de ma mère tremble. Elle cherche le visage de Vanessa, silencieusement, suppliant pour quelque chose. Mais Vanessa s'est déjà détournée. Les avocats de mon père se penchent l'un vers l'autre. Aucun d'eux ne parle. La juge Moreau écrit une brève note. Puis elle regarde la table de la défense.
Le défendeur souhaite-t-il appeler des témoins? L'avocat principal de mon père se lève, marque une pause, puis se rassied lentement. Non, votre honneur. Le marteau frappe une fois. Nous allons procéder à la décision. Vanessa avait dit quelque chose sur le banc. J'étais la favorite. Mais être la favorite dans cette famille signifiait être la complice la plus utile. Ces mots flottent dans l'air comme de la poussière après qu'un mur a été démoli. La juge Moreau prend 11 minutes. Puis elle revient au banc. Elle ajuste ses lunettes et lit à partir d'une déclaration préparée. Sa voix est calme, mesurée et absolument impitoyable. Ce tribunal constate ce qui suit. Premièrement, le document déposé par Samuel Pierce est présenté comme le dernier testament et codicile d'Eleanor Whittaker est frauduleux. Il est par la présente déclaré nul. Dans toute la salle. L'avocat de mon père ferme les yeux. Deuxièmement, le testament manuscrit récupéré à la propriété de Bear daté du 14 mars est correctement attesté et notarié et reconnu comme le seul testament valide du défunt. Je sens la main de Claudia posée doucement sur mon avant-bras. Stable. Troisièmement, Victor Rose est renvoyé en détention fédérale pour falsification, fraude bancaire et abus financiers envers les personnes âgées. La caution sera déterminée lors de l'inculpation. 2 US Marshals s'avancent. Mon père se lève lentement. Sa bouche s'ouvre, mais rien n'en sort. Quatrièmement, Monica Rose est renvoyée pour complot en vue de commettre une fraude et dépôt d'une requête de compétence frauduleuse. Audience de caution à suivre. Ma mère allait et se serre la poitrine. Elle se tourne vers moi. Rowana, comment as-tu pu faire ça à tes propres parents? Je ne me retourne pas. Mes yeux restent fixés sur le juge. Cinquièmement. Samuel Pierce est accusé de complicité dans la falsification de documents juridiques. Son permis d'exercer le droit est immédiatement suspendu en attendant les procédures de radiation formelle. Pierce est assis, figé. La couleur a complètement disparu de son visage. Sixièmement, tous les actifs contenus dans le trust familial Whittaker doivent être restaurés et distribués conformément au testament valide. Septièmement, le juge Martin Kern du tribunal des successions de Westchester est renvoyé au conseil de révision judiciaire pour enquête sur inconduite judiciaire. Le marteau tombe une dernière fois. Les US Marshals se dirigent vers la table de la défense. Les menottes se referment autour des poignets de mon père. Le son est petit, métallique, précis. Pour la première fois depuis le début de l'audience, il me regarde directement. Il n'y a plus de colère dans son expression, seulement la reconnaissance creuse d'un homme qui n'a plus de coup à jouer. Ma mère parle toujours aux US Marshals, à la salle, à tous ceux qui veulent écouter. Personne ne le fait. Arthur pose doucement une main sur mon épaule. Je lève la main et couvre la sienne. Nous ne disons rien. Alors que nous sortons de la salle d'audience, une pensée tourne en boucle dans mon esprit. Ma grand-mère était assise seule dans sa maison, entourée de gens qui lui volaient. Et au lieu de se rendre, elle a constitué un dossier étanche. Elle l'a scellé à l'intérieur d'un mur et m'a fait confiance pour le trouver. Elle ne pouvait pas les combattre de son vivant, alors elle s'est assurée que je puisse les combattre après sa mort. Debout sur les marches du palais de justice, je réalise autre chose. Elle savait que le système résisterait. Elle savait qu'ils essaieraient d'enterrer la vérité. Alors, elle a transformé une vieille maison délabrée en la seule chose qu'ils ne pourraient jamais cacher. Si vous écoutez ceci et que quelqu'un vous fait douter de ce que vous savez être vrai, ce n'est pas de la confusion. C'est du contrôle. Et vous ne devez pas le silence aux personnes qui en bénéficient. Qu'auriez-vous fait? Dites-le moi dans les commentaires. Arthur se tient à côté de moi sur les marches du palais de justice. Le soleil est bas. L'air porte ce froid vif du début de soirée. Il glisse ses 2 mains dans les poches de son manteau et lève les yeux vers le ciel. Elle aurait détesté la salle d'audience, dit-il doucement. Puis il sourit faiblement, mais elle aurait aimé la fin. Je ne me sens pas victorieuse. Ce que je ressens, c'est le poids d'une vérité qui n'aurait jamais dû être enterrée. Dans les 48 heures, l'histoire se répand partout. Le comté de Westchester prête soudain attention. Le Register publie un article de suivi. Cette fois, il ne ressemble pas à un communiqué de presse soigneusement planté. Cette fois, le titre dit « Homme d'affaires local arrêté pour fraude au trust. Testament falsifié annulé devant un tribunal fédéral. »
La déclaration de mon père depuis les marches du palais de justice. Nous sommes confiants que la vérité éclatera aujourd'hui apparaît à nouveau dans le 3e paragraphe. Il a une toute autre allure maintenant. La page Facebook de Monica devient silencieuse. Les commentaires sous sa dernière publication, la photo de Noël avec les pulls assortis, celle qui demandait aux gens de prier pour la famille, tourne rapidement. Tu as menti à tout le monde. Tu devrais avoir honte. Jeudi, tout le compte disparaît. Les gens qui évitaient mes yeux aux funérailles appellent soudainement avec une chaleur qu'ils n'ont jamais eue auparavant. Je laisse la plupart de ces appels aller à la messagerie vocale. Pas parce que je suis amer. Je n'ai juste pas l'énergie de porter leur culpabilité, aussi. Béatrice Langford appelle la première. Et pour Béatrice, je réponds. Elle pleure presque jamais, mais aujourd'hui elle le fait. Eleanor serait si fière de toi, chérie, dit-elle doucement. Si fière. Au cours des semaines suivantes, Claudia Bennett me tient au courant du déroulement de la condamnation. Victor accepte un accord de plaidoyer, 8 ans de prison fédérale. Monica reçoit 4 ans. Samuel Pierce en obtient 3 en plus de la radiation permanente. Le juge Kern démissionne de son poste avant que l'examen judiciaire ne termine son enquête. Le Country Club de Westchester révoque son adhésion. Un petit détail, mais un que ma grand-mère aurait silencieusement apprécié. Vanessa appelle une fois. Elle ne demande rien. Je déménage de chez maman et papa, dit-elle. Je vends la maison de Scarsdale, celle qui était censée être la tienne. L'argent te revient. Je ferme les yeux un instant. Garde assez pour recommencer, lui dis-je. C'est ce que mamie voudrait. Il y a une longue pause. Je ne mérite pas le pardon pour l'instant, dit-elle finalement. Mais je le veux un jour. Je ne lui dis pas qu'elle est pardonnée. Ce ne serait pas honnête. Au lieu de cela, je dis la seule chose vraie que je peux. Alors commence par là. Elle raccroche. Je pose le téléphone et regarde autour de la maison de Birch Hollow. À moitié neuve, à moitié ancienne. Des murs qui s'élèvent là où d'anciens se sont effondrés. L'équipe de Patrick ponce la nouvelle balustrade de l'escalier. La maison devient lentement ce qu'elle était censée être. Moi aussi. Arthur m'invite à visiter son appartement à Stanford, un petit endroit au 3e étage près du port. Modeste, propre, calme. Mais quand j'entre, je m'arrête net. Les murs sont couverts de photographies, pas encadrées soigneusement, juste épinglées et scotchées sur le plâtre par couches. Ma grand-mère enfant, noir et blanc. Eleanor a 18 ans, riant devant un dîner. Eleanor a 40 ans, l'année où elle l'a retrouvée, debout dans un parc les yeux fermés, le soleil sur son visage. Et puis moi, ma pièce de théâtre de lycée. Je suis à peine visible derrière une clôture de décor jouant un arbre d'arrière-plan. Mais j'y suis. Et son appareil photo y était. Ma remise de diplôme universitaire. La photo prise de l'autre côté de la rue à travers la foule. Légèrement floue, mais indubitablement moi. Mon premier jour à l'organisation à but non lucratif, portant une boîte à travers la porte d'entrée, souriant à quelqu'un hors champ. Il était là à chaque fois. Eleanor m'a envoyé les photos en gros plan, dit Arthur doucement en posant 2 tasses de café sur le comptoir. J'ai gardé les lointaines pour me rappeler d'être patiente. Je prends la photo de ma grand-mère dans le parc. Elle t'a trouvé. Je dis elle t'a trouvé et n'a dit à personne. Arthur s'assoit près de la fenêtre. Elle l'a dit à Béatrice. Elle dit, et elle l'a dit au mur de cette maison. Puis il ajoute doucement, elle avait plus confiance dans les choses que dans les gens. Le papier, le métal, la brique, les choses ne mentent pas, nous restons silencieux un moment. Pas le silence inconfortable, celui qui vient quand 2 personnes réalisent qu'elles ont cherché la même chose toute leur vie et l'ont finalement trouvée. J'ai près de 90 ans, dit Arthur après un moment. Je ne sais pas combien d'années il me reste, mais quel que soit le temps qu'il me reste, il me regarde. Il est à toi. Je pose ma tasse. Quand la maison de Birch Hollow sera finie, dis-je. Viens vivre ici. Il me regarde, les yeux brillants. Eleanor a toujours dit que cette maison serait pleine à nouveau un jour. Je fouille dans mon sac et je sors la petite boîte en bois que Béatrice m'a donnée. Je la pose sur la table. Elle t'a laissé quelque chose aussi. Arthur l'ouvre.
À l'intérieur, sous la photo étiquetée M&M 1974, il y a un autre morceau de papier plié. Il le lit silencieusement. Sa main tremble légèrement. Il ne me dit pas ce qu'il dit. Je ne demande pas. Mais quand il lève les yeux, quelque chose dans son visage a changé. Quelque chose de calme s'est installé là, comme une porte qui se ferme doucement après avoir été ouverte pendant des années. J'ai écrit 28 lettres, dit-il. Une pour chaque anniversaire que j'ai manqué. Il se dirige vers le placard et revient avec une vieille boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvent 28 enveloppes, chacune scellée, chacune datée. Je prends la boîte et la serre contre ma poitrine. Dehors, le port reflète la lumière déclinante. À l'intérieur, les photographies maintiennent les murs debout. La lettre de Monica arrive 3 semaines plus tard. Manuscrite, 3 pages. L'enveloppe sent le parfum gardenia qu'elle porte depuis 30 ans. Je l'ouvre à la table de la cuisine à Birch Hollow. La lumière du matin se répand à travers les nouvelles fenêtres. Elle écrit, « Rowena, je sais que tu ne le croiras pas, mais j'ai fait ce que j'ai fait parce que j'avais peur. » Elle écrit sur le fait de vivre sous le contrôle de Victor pendant des décennies, sur l'argent, les décisions, les avocats. Elle dit qu'elle l'a suivi parce qu'elle ne voyait pas d'autre moyen. Elle écrit sur son enfance, sur le fait d'apprendre que le silence était la survie, sur la façon dont la survie est lentement devenue une habitude. Et l'habitude est devenue une identité. Elle écrit qu'elle aimait ma grand-mère, mais qu'elle avait peur de la façon dont Eleanor la regardait. Elle voit exactement qui j'étais, écrit-elle, et je ne pouvais pas le supporter. La dernière page est des excuses, et cette fois, que ce soit trop tard ou non, cela ressemble à de vrai. Je suis désolé d'avoir utilisé ta thérapie contre toi. Je suis désolé d'avoir signé cette requête. Je suis désolé pour la publication Facebook, pour la photo de Noël et pour la façon dont j'ai dit ton nom au palais de justice. Je suis désolé pour tout ce que je me suis convaincu d'être de l'amour, mais qui n'en était pas. Je lis la lettre 2 fois, puis je la pose. Une partie, je crois que Monica avait probablement peur de Victor. Cette partie est probablement vraie. Mais Monica a aussi conçu l'architecture émotionnelle de presque chaque manipulation de cette histoire. Elle a choisi qui appeler. Elle a choisi quoi poster. Elle a choisi d'utiliser la confiance que je lui ai donnée comme arme. La peur peut expliquer ses choix. Cela ne les excuse pas. J'écris en retour juste une page. Maman, j'ai lu ta lettre. Je crois que tu avais peur. Mais la peur ne justifie pas ce que tu as fait à mamie ou à moi. Je ne suis plus en colère. J'ai simplement fini. Je te souhaite du bien, mais nous n'aurons pas de relation à l'avenir. Cette limite est permanente. Je me pardonne d'avoir attendu si longtemps pour partir. Je ne te dois rien de plus que cela. Je scelle l'enveloppe, l'adresse à l'établissement fédéral de Danbury. Puis je marche jusqu'à la boîte aux lettres au bout du chemin de Birch Hollow et la glisse à l'intérieur. Je n'attends pas de réponse. En revenant, Patrick O'Connor se tient sur le porche. Il installe la dernière section de la balustrade. Cèdre, poncé à la main, teinté pour correspondre au bois d'origine. Il lève les yeux et hoche la tête. Ça a l'air bien, patron. Je souris. Petit mais réel. Le premier sourire depuis longtemps qui ne m'a rien coûté. Les arbres le long de Birch Hollow commencent à tourner. Orange sur les bords, or en dessous. Le genre de beauté qui n'apparaît qu'après que quelque chose a décidé de lâcher prise. 6 mois après le procès, la maison au 14 chemin de Birch Hollow est finie. Plancher de bois franc en chêne blanc neuf, la même essence utilisée ici en 1948. Mur en plâtre frais, fenêtre qui s'ouvre facilement au lieu de résister, une cuisine avec une cuisinière à gaz, un dosseret en carreaux de céramique, et un crochet près de la porte où l'ancien registre des visiteurs de mamie est maintenant accroché. Pages vierges qui attendent. L'équipe de Patrick travaille le dernier jour avec une concentration silencieuse, le genre de concentration que les gens ont quand ils savent qu'ils ont construit quelque chose qui compte. Patrick lui-même installe la dernière plainte dans le salon, la même pièce où le faux mur se tenait autrefois. Il passe une main sur le bois fini, puis se lève et brosse la poussière de ses genoux. 22 ans dans la construction, dit-il, celle-là je m'en souviendrai. Cet après-midi-là, j'accroche les photographies. D'abord, l'original. Ma grand-mère Eleanor, jeune, tenant un bébé,
se tenant fièrement devant cette maison quand elle était encore entière et blanche. Je la place exactement là où le faux mur se trouvait. À côté, la photo de 1974, M&M, Eleanor et Michael debout bras dessus, bras dessous avant que la vie ne les sépare. À côté, une nouvelle photo prise la semaine dernière. Arthur et moi sur le porche fini, Patrick derrière nous, les deux mains sur nos épaules, riant de quelque chose que quelqu'un a dit hors champ. Arthur emménage un samedi. Il apporte une valise et la boîte à chaussures de lettres. Il prend la chambre du bas, celle qui donne sur le jardin que ma grand-mère a planté il y a des décennies. Les rosiers avaient été taillés. Maintenant, ils refleurissent déjà. Son premier matin, je le trouve assis sur le porche, café à la main, dans le fauteuil exact où Eleanor avait l'habitude de s'asseoir. Il ne dit rien, se contente de regarder la cour. Le silence est confortable, complet. Cet après-midi-là, Claudia Bennett appelle avec les dernières mises à jour juridiques. Victor, 8 ans de prison fédérale. Monica, 4 ans avec possibilité de libération sous surveillance après 2. Samuel Pierce, 3 ans et radiation permanente. Démission forcée, pension à l'étude. Le trust est entièrement restauré. La vente de la maison de Scarsdale se termine le mois prochain. Vanessa a gardé assez pour louer un petit studio à New Haven et s'inscrire à un programme de conseil. Le reste de l'argent a été rendu. Total récupéré un peu plus de 1,9 million de dollars. Je ne fixe pas longtemps le chiffre. L'argent n'a jamais été le point. Le point était la vérité. Et la vérité est assise sur mon porche buvant du café pendant que les rosiers poussent. Tu vois que la maison valait la peine d'être sauvée, dit Patrick alors qu'il se dirige vers son camion avec sa boîte à outils. Il fallait juste quelqu'un qui s'en soucie assez. Je me tiens dans l'embrasure de la porte et je le regarde partir. Derrière moi, la maison est chaude, silencieuse, pleine de lumière. 1 an plus tard, je me tiens sur un trottoir fraîchement coulé à côté du terrain adjacent à Birch Hollow. Devant moi se trouve une ferme rénovée. Au-dessus de l'entrée est accrochée une enseigne en bois. Centre communautaire Eleanor Whitfield. Le bâtiment était autrefois une vieille grange de stockage. L'équipe de Patrick l'a vidé et a tout reconstruit. Maintenant, il est vivant. 3 salles de conseil, un petit bureau d'aide juridique, une salle de réunion avec des chaises pliantes et une machine à café donné qui ne fonctionne que la moitié du temps. La mission est simple. Aide juridique gratuite pour les personnes confrontées à des abus financiers au sein de leur propre famille. Groupe de soutien pour les adultes qui reconstruisent leur vie après des arrangements. Mentorat pour les jeunes femmes apprenant à naviguer dans des systèmes qui n'ont jamais été conçus pour elles. Je n'ai pas construit cela pour prouver quoi que ce soit. Je l'ai construit parce que je sais ce que ça fait de tenir la vérité dans ses mains alors que personne n'est prêt à écouter. La cérémonie d'ouverture est petite. Environ 60 personnes, voisins, anciens collègues, quelques clients de mon ancienne organisation à but non lucratif. Patrick et 2 de ses collègues se tiennent au fond, les bras croisés, clignant des yeux avec suspicion. Béatrice coupe le ruban. Ses mains tremblent. Elle en rit. Eleanor l'aurait fait plus vite, dit-elle. La foule rit avec elle. Claudia se tient tranquillement près de l'entrée. Elle croise mon regard et donne un petit signe de tête, le genre qui dit « ça en valait la peine ». Arthur se tient à côté de moi. Il ne parle pas pendant la cérémonie. Il n'a pas besoin de le faire. Quand je monte au petit podium, il pose une main sur le dossier de ma chaise, le genre qu'un père met lors d'une remise de diplôme. Je garde mon discours court. Ma grand-mère a caché la vérité à l'intérieur d'un mur parce qu'elle n'avait pas d'endroit sûr pour le dire à voix haute, dis-je à la foule. Ce centre existe pour que personne n'ait plus jamais à cacher la vérité. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de s'assurer que la vérité est toujours un endroit où se tenir. Après la cérémonie, je remarque quelque chose. Un petit bouquet de roses blanches posé près de l'entrée. Pas de carte, mais je sais qui les a envoyées. Vanessa. Je laisse les fleurs exactement où elles sont. Juste au seuil. Pas tout à fait à l'intérieur. Pas encore. Mais présente. Arthur reste dehors longtemps après que tout le monde soit allé prendre un café à l'intérieur. Il se tient devant l'enseigne en bois lisant le nom Eleanor Whitfield. Lentement, il tend la main et touche les lettres du bout de ses doigts. Il ne dit pas un mot.
Certaines choses n'ont pas besoin de mots. Elles ont juste besoin d'un endroit pour exister. Ce soir-là, après le départ du dernier invité et que la machine à café est finalement abandonnée pour la journée, je suis assise sur le porche au 14 chemin de Birch Hollow. Arthur s'assoit à côté de moi, 2 tasses de décaféiné entre nous. Le ciel devient ambre et indigo sur les bords. Et quelque part dans la cour, les premières lucioles de la saison s'allument. Elle aurait adoré ça, dit Arthur doucement. Elle l'a planifié, je réponds. Nous sommes juste venus. Il rit doucement, un son fatigué et doux, le son d'un homme qui a attendu 70 ans pour s'asseoir sur ce porche. Je baisse les yeux vers mon poignet. Le bracelet en argent capte la dernière lueur du jour. Fin, terni, ordinaire. Si vous ne saviez pas ce qui était gravé à l'intérieur, vous ne remarqueriez rien de spécial à son sujet. Monica l'appelait bijou fantaisie. Elle n'avait pas tout à fait tort. C'était un costume, un déguisement. Pendant 40 ans, il a porté un secret à la vue de tous. Le bracelet contenait un code. Le code ouvrait une boîte. La boîte révélait la vérité. Et la vérité m'a soutenu quand rien d'autre ne pouvait le faire. L'histoire que j'ai partagée ne concerne pas vraiment la victoire d'un procès ou la récupération d'argent. Il s'agit de quelque chose de plus profond. Le courage de croire ce que vous savez être vrai. Même lorsque les personnes les plus proches de vous essaient de réécrire votre réalité. Pendant longtemps, j'ai cru que la famille signifiait loyauté. À tout prix. Le silence pour le bien de la paix et accepter le rôle qu'on m'avait donné. Mais la vérité m'a appris quelque chose de différent. La vraie famille n'est pas définie par le sang ou les noms partagés. Elle est définie par les personnes qui se tiennent à vos côtés. Quand se tenir à vos côtés est difficile. Parfois, l'étape la plus difficile n'est pas de combattre les autres. C'est de vous donner la permission de vous éloigner de ce qui vous fait du mal. Les limites ne sont pas de la cruauté. La vérité n'est pas une trahison. Et choisir la dignité n'est pas égoïste. Si cette histoire vous laisse quelque chose, que ce soit ceci. Lorsque vous tenez la vérité à main ferme, elle vous portera plus loin que la peur ne l'aurait jamais fait.